Oublié du grand public pendant presque 90 ans, pourtant précurseur à la griffe unique, Paul Poiret a marqué le monde de la mode et, à bien des égards, en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Surnommé le Magnifique, en raison notamment de ses fêtes somptueuses, il est complètement intégré dans son époque, tandis que son style reste cependant intemporel. Comment? On vous en dit un peu plus dans la suite de cette vidéo. Né à la fin du 19e siècle, Paul-Henri Poiret grandit au sein d'une famille de drapiers des Halles à Paris. Enfant, il évolue parmi les étoffes et passe des heures à dessiner. À 19 ans, il devient assistant du couturier Jacques Doucet. Il apprend la couture, l'art de servir les comédiennes et leurs demandes les plus farfelues. Puis, en 1901, il est engagé chez Charles Frederick Worth, couturier d'origine britannique, considéré comme l'un des fondateurs de la haute couture parisienne, avec pour mission de rajeunir un peu la maison. Il y reste quelques années et crée déjà des robes plus pratiques et au design plus simple, tout en s'inspirant des motifs et pièces orientaux qui commencent à fleurir un peu partout dans l'environnement visuel français. Le style Poiret est né. Dès 1904, à 24 ans, il lance sa propre maison à son nom. Il aura très vite la chance d'habiller l'une des comédiennes phares de ce début 20e, égale de Sarah Bernhardt, ce qui lancera sa carrière. En 2 ou 3 saisons à peine, c'est le tout Paris, ou presque, qui encense le style Poiret. Outre sa patte orientaliste, ses designs amples et ses couleurs chatoyantes, il a à cœur de vendre le vêtement pratique. Pour le baptême de leur fille, sa femme Denise porte une robe fourreau cintrée sous la poitrine qui, même si le fond de robe est baleiné de sorte à maintenir le buste, se porte sans corset. L'apparition du premier soutien-gorge quelques années plus tôt a permis cette pas si petite révolution. Poiret dessine des silhouettes droites sur lesquelles le point d'appui est désormais l'épaule et non plus la taille, ce qui change radicalement des silhouettes en S des époques précédentes. Avec ses lignes fluides et ses palettes de couleurs audacieuses qui tranchent avec celles de la belle époque, comme le bleu électrique ou des mélanges de violet et de rouge, de vert et d'orange, Poiret préfigurerait presque les petites robes légères des années folles, voire même au-delà. Il ne révolutionne pas simplement l'habillement, il a en effet une vision de la mode comme un art de vivre, une expérience à 360. Il lance ainsi successivement 2 sociétés qu'il nomme d'après ses 2 filles, les Parfums de Rosine et les Ateliers de Martine. La première, comme son nom l'indique, lui permet de développer le côté olfactif de l'expérience, avec des senteurs épicées et riches d'herbes et senteurs exotiques, tandis que la seconde propose des papiers peints, de la papeterie, des tissus imprimés pour l'ameublement, etc. L'objectif étant de plonger totalement la cliente dans l'univers qu'il a imaginé, fait de draperies scintillantes, d'intérieurs exubérants et d'odeurs enivrantes. Il fait également rentrer la mode dans l'art, et vice-versa, en collaborant avec de grands illustrateurs pour proposer des catalogues commerciaux de ses créations. De grands noms auront ainsi collaboré au projet, comme Georges Lepape, Paul Iribe ou le peintre Raoul Dufy. Il est également précurseur en sa façon de montrer ses créations, en ce qu'il sera l'un des premiers à les faire défiler et surtout à les présenter un peu partout, dans les grandes capitales européennes, mais aussi en Amérique, contrée jusque-là un peu boudée par les couturiers européens. Les années 1910 sont définitivement les années Poiret. Il est une vraie célébrité aux côtés de sa femme Denise, égérie de la maison et hit girl de l'époque. Poiret est alors connu pour ses soirées, spectaculaires à tout point de vue, puisqu'il aime non seulement établir un thème pour celle-ci, auquel s'adaptera le décor et la musique, mais il aime également à se mettre en scène lui-même. Sa plus grande réussite reste bien entendu Les 1000 et 2 nuits qu'il donnera en 1911. Inspiré, on l'aura deviné, du conte oriental des 1000 et une nuits, toute la soirée gravite autour d'une évocation fantasmée, voire fantastique, de l'Orient. Les invitations stipulaient que chaque invité se devait de se présenter déguisé. Dans le cas contraire, Poiret se chargeait lui-même de leur trouver une tenue adéquate parmi ses propres créations. Les décors comprenaient tentures et paravents, singes et tapis persans, et la musique était jouée par des orchestres venus d'Inde, de Turquie et d'Égypte. La sélection de cocktails proposés avait été concoctée par des alchimistes, et toute la soirée était diffusée la nouvelle création olfactive de Poiret, dont il offrit une bouteille à chaque invité. L'hôte, non content d'instaurer un dress code strict, apparaît lui-même habillé en sultan, juché sur son trône. Sa femme, quant à elle, est enfermée dans une cage dorée entourée de ses suivantes d'un soir, cage de laquelle le sultan Poiret viendra finalement la délivrer. Un an plus tard, en 1912 donc, il organise une nouvelle réception grandiose ayant pour thème cette fois-ci les festes de Bacchus, au cours de laquelle, dit-on, il se serait écoulé 900 litres de champagne en quelques heures. Cependant, tous ces grands coups ne frappent pas toujours juste. Connu pour son extravagance, il ne lésine jamais sur les moyens, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Pour l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, il a l'idée de créer un autre événement, grandiose, mais à l'écart des autres créateurs. Il arrime ainsi sur la scène 3 péniches, l'une dédiée à la décoration, l'autre à la mode et la troisième abritant un restaurant au parfum. Il engage alors des sommes folles sur sa fortune personnelle. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur.
Les années 20 ne seront, de toute manière, qu'une longue descente aux enfers pour celui qui avait fait la pluie et le beau temps sur les tendances parisiennes. Pendant la Grande Guerre, il n'est pas question de grandes réceptions, et encore moins d'étaler de belles toilettes neuves, pleines de bijoux et de broderies, tandis que la majorité de la population soutient l'effort de guerre. Une bonne partie de sa clientèle, d'ailleurs, est allée travailler, et a donc besoin de vêtements pratiques. Les femmes qui sont allées travailler, ou en tout cas sont devenues plus actives, ne veulent plus retrouver le carcan du début du siècle et n'ont plus goût aux turqueries de Poiret. Il est alors détrôné par une silhouette qui facilite encore plus le mouvement, plus simple, voire minimaliste, tant sur le design que sur le choix des couleurs, à l'image des créations de l'une de ses plus grandes rivales, Mademoiselle Gabrielle Chanel et sa fameuse petite robe noire. Il continuera un peu à dessiner par-ci par-là, comme pour sa première collection de prêt-à-porter, qu'il présentera au printemps le 28 février 1933, occasion pour laquelle, bien évidemment, on fera monter un décor grandiose. Il profite également de cette période pour écrire ses mémoires, écriture pour laquelle il demande une petite avance à son éditeur, avance dont il dépensera les 3/4 à peine sorti de la maison d'édition en un seul déjeuner luxueux. On commence à connaître le personnage maintenant. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Paul Poiret quitte à contre-cœur Paris. Des témoins disent l'avoir vu en terrasse, complètement saoul, invectivant tout le monde, disant qu'il ira dire ses 4 vérités à Pétain. Il disparaît le 30 avril 1944 sans avoir connu la libération, dans la misère d'une chambre de bonne. Une mort bien peu digne de celui qui fut, un temps, le roi de la mode parisienne, mais qui participe au romantisme de cette destinée passionnée et hors du commun. En plus d'être l'un des premiers à avoir libéré la silhouette féminine, tant dans ses mouvements que dans l'originalité, grâce à sa vision et son talent de la mise en scène, il a défini pour les décennies à venir la figure du grand couturier. Le style Paul Poiret, c'est non seulement des couleurs vives, des formes inspirées de l'orientalisme, des plumes et des turbans, mais aussi l'épure et la simplicité d'une silhouette qui pourtant sublime la féminité. Il supprime le corset, mais enlève aussi les froufrous, la dentelle, simplifie la silhouette, libère la taille et déplace la ceinture sous la poitrine, ce qui permet de marquer davantage les formes féminines sans pour autant tomber dans la vulgarité ou entraver le mouvement. Il diversifie ses sources d'inspiration allant de la tunique grecque au kimono japonais, avec une technique du drapé unique. Une réminiscence de ses explorations aux Halles, comme une Madeleine de Proust peut-être. Quoi qu'il en soit, cette dernière, dans laquelle il excelle, deviendra une véritable signature. Il s'inspire donc, et surtout réinvente, le kimono et le chiton grec, mais aussi le caftan du Moyen-Orient. Poiret avait une appétence pour les formes droites et claires, et expérimentait avec de grandes pièces de tissu des techniques provenant de tous les âges, comme de tous les coins du monde. Techniques qu'il adapte à toutes les occasions de la vie et des activités de la journée, des sorties du soir et même pour l'intérieur. À noter d'ailleurs, parmi les signatures de la maison Poiret, le motif de la rose, dessiné par l'illustrateur Paul Iribe, considéré comme l'un des précurseurs du mouvement Art déco, aux alentours de 1908-1909. Il devient alors le logo de la maison et figure sur les étiquettes, les papiers à lettres, etc. et apparaît également dans de nombreuses de ses créations, comme la robe Joséphine. Mais ce qui rend le style Poiret reconnaissable au premier coup d'œil, c'est la forte influence de l'orientalisme qui s'en dégage. Alors, l'orientalisme est un courant artistique, notamment pictural et littéraire, mais qu'on peut également observer dans le mobilier, ou, en ce qui nous concerne ici, la mode. Il trouve son origine au XVIe siècle, mais connaîtra ses heures de gloire au XIXe. Ce mouvement est marqué par la fascination que produisent les pays et cultures du Levant, c'est-à-dire le Moyen-Orient, voire plus encore à l'est vers les pays baltes et la Russie, et le couchant, le Maghreb. C'est ce qu'on appelle grossièrement dans le langage courant l'Orient. L'orientalisme donc est d'ailleurs souvent associé, voire confondu avec l'égyptomanie, qui lui désigne la passion pour la culture égyptienne antique, et notamment l'intérêt suscité par les expéditions de Napoléon Ier au début du XIXe siècle. On peut notamment en partie expliquer la montée en puissance de l'orientalisme à cette époque par l'impact artistique décisif des ballets russes qui performent leur premier spectacle à Paris à l'été 1909. Formée par Sergueï Diaghilev en 1907, la troupe fait rayonner l'esthétique de l'Est de l'Europe, c'est-à-dire littéralement de l'Europe orientale. Sur scène, elle fait la part belle aux couleurs vives et aux motifs d'inspiration slave et ottomane, voire de l'Orient dans son acceptation encore plus large, ce qui inclut alors, entre autres, le Moyen-Orient. Se retrouvent alors parmi les magnifiques costumes créés par Léon Bakst, turbans, caftans, pantalons larges, dits pantalons harem, ou, comme on les appelle plus communément aujourd'hui, sarouel, des tuniques aux motifs travaillés, etc. Costumes auxquels répondent des décors tout aussi hauts en couleurs, pour lesquels participeront, entre autres, Alexandre Benois, Georges Braque, Henri Matisse ou encore Pablo Picasso et Marie Laurencin. Une ambiance visuelle qui marquera fortement le monde artistique parisien de l'époque, et notamment ce fameux Paul Poiret.
Il dira cependant avoir commencé à utiliser ce genre de clins d'œil orientaux dans ses designs avant cela, tirant son inspiration dans ses voyages, autant en Russie, en Chine qu'à l'Orient. Quoi qu'il en soit, influencé ou non, il produira de nombreux motifs et designs inspirés de l'Asie, de l'Est de l'Europe et du Moyen-Orient. Il aime également et surtout jouer à estomper les lignes entre le monde du costume et celui de la mode, par exemple en utilisant la scène non seulement comme inspiration, mais aussi pour promouvoir ses créations. Il est notamment connu, comme on l'a déjà dit, comme un très grand mondain. C'est d'ailleurs l'une de ses marques de fabrique. La plus connue étant bien sûr sa soirée la 1002e nuit dont on a déjà parlé. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'il lance la mode du turban à aigrette, qui deviendra l'un des emblèmes de la marque, en faisant porter ce couvre-chef à son épouse, Denise Poiré, mannequin fétiche et muse. Celle-ci, forte d'une aura de modernité et de charisme, incarnera la femme Poiré au point de devenir sa meilleure publicité. Mais ces innovations ne s'arrêtent pas là. Toujours dans une optique de jouer avec les drapés, tout en gardant en tête la volonté de faciliter le mouvement, il pensera des pièces parfois bien en avance sur son temps. Ces formes droites préfigurent les formes androgynes des années 1920, voire même certaines coupes qu'on pourrait retrouver dans nos enseignes actuelles. Lorsqu'il s'intéresse à la jupe dans les années 1910 par exemple, il lancera l'une des premières jupes culottes, ce qui lui vaudra d'ailleurs un scandale. Il est à noter également qu'il sera l'un des premiers couturiers européens à présenter son travail en Amérique. Ses créations se démarquent également par un code couleur éclatant. Rejetant les nuances fades de la belle époque, il propose des associations novatrices qui choquent à l'époque, telles que le violet et le rouge et le vert, l'orange, etc. Paul Poiret s'inscrit dans son temps et le bouscule d'un même geste. Il se place ainsi du côté du progrès, ADN de cette époque, qu'on la dise belle ou non, et s'entoure de nombreux artistes en vogue de l'époque, comme Paul Irib, qu'on a déjà mentionné, ainsi que Raoul Dufy ou Man Ray. Toujours fort de sa volonté de brouiller les codes, quels qu'ils soient, il collabore avec eux pour créer de nouveaux motifs ou encore pour l'illustration de ses créations qu'il fait imprimer dans les catalogues envoyés à ses clientes. En 1911, il ira même plus loin, car il produira avec Georges Lepape, de l'École des Beaux-Arts, un livre titré « Les choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape ». Un ouvrage qui fut tiré à 1000 copies, dont 300 furent offertes à des amis ou clients, et 700 furent dédiées à la vente à raison de 50 francs l'exemplaire. Lepape y apporte ici une approche plus sensuelle du travail de Poiret, en réaffirmant son goût pour l'esthétique orientale et son rejet de la frivolité et de l'ornementalisme de ses contemporains. Un créateur incarné, dans toute l'acceptation du terme, à la personnalité aussi novatrice, rebelle qu'exubérante, au style reconnaissable entre mille, une muse qui l'inspire autant que ses clientes, à l'image des hit girls d'aujourd'hui, tous ces codes qui font l'identité de Paul Poiret sont aujourd'hui la définition de nos grands couturiers. Parmi les pièces phares de la garde-robe Poiret, on peut citer évidemment le manteau kimono qui est désormais un incontournable de la griffe et qui verra le jour d'ailleurs presque en même temps qu'elle. La légende dit même que la princesse Baratynsky, à qui on aurait présenté la pièce, l'aurait décrite comme une horreur. Ce qui n'empêchera pas toutefois le style kimono de perdurer tout au long de la carrière de Poiret, au point de devenir l'une de ses signatures. Toujours parmi les pièces iconiques, comment ne pas citer les célèbres pantalons harem. Ils apparaissent pour la première fois chez Poiret en 1911, mais les racines de ce design occidentalisé remontent aux années 1870 lorsque Worth présente une robe qui le préfigure à l'occasion d'une exposition autour du costume. Il figure aussi d'ailleurs parmi les costumes des ballets russes, 2 ans avant la collection de Poiret. Celui-ci cependant l'élève au rang de pièce high fashion. Il peut désormais être porté dans le quotidien et non plus comme un simple costume, et permettre ainsi aux femmes, selon la description de Poiret lui-même, de montrer l'harmonie de leur forme et toute la liberté de leur souplesse innée. La tunique à bas-jour, enfin, apparaît dans les catalogues de Poiret vers 1913, à l'occasion de sa création de costume pour la pièce Le Minaret de Jacques Richepin, même s'il existait déjà des versions de cette tunique aux alentours de 1911. 3 versions seulement ont survécu. Elles sont respectivement exposées aujourd'hui au Fit Museum à New York, au V&A Museum de Londres et à la Chicago Historical Society. Le col est inspiré de ceux des kimonos. La forme du bas, si caractéristique, est obtenue en incorporant des câbles au sein même de la fabrique. La jupe en dessous, connue comme la jupe pétale, est une variation de la jupe hobo de Poiret. Le drapé donne l'illusion d'une fin étroite, mais ne bloque pas les mouvements. Cependant, ce design devint source de querelle lorsque l'illustrateur RT, qui travaillait avec Poiret en 1912, affirme que le design est de lui, assurant qu'il s'agit de l'une des illustrations qu'il dessina pour Poiret. Premier couturier superstar, Paul Poiret innove en ce qu'il ne produit pas seulement des vêtements. Il devient lui-même un produit, une publicité puissante et une composante majeure de l'ADN de sa maison. Là où ses contemporains et ceux qui l'ont précédé se présentaient plus comme des fournisseurs, répondant aux demandes de leurs riches clientes,
Poiret se dessine plus comme un artiste, au style, mais également à l'identité forte. Ce qu'il propose est plus qu'un vêtement et un nom, c'est une véritable expérience à 360. Comprenant des robes pour toutes les occasions, des collections à thème, des costumes, soirées de lancement, parfums, ameublements, etc., dont il est le chef d'orchestre et le monsieur loyal. Il ira d'ailleurs jusqu'à mettre en scène son travail dans des conférences publiques, au cours desquelles il choisit une femme parmi l'assistance, puis lui crée une robe en direct. Paul Poiret est novateur, presque un pionnier, même si l'on peut discuter de ce terme en ce qui n'a pas tout à fait la primauté de chacune des idées, mais a eu le coup de génie de les assembler entre elles autour d'une vision commune et d'innover dans les manières d'en faire la promotion. Il est le premier à se lancer dans d'autres domaines, en collaboration avec l'univers de sa maison de couture. Il imagine les produits de sa marque comme faisant partie d'un tout, d'un véritable voyage au cœur de son imagination. Son incursion dans le monde du parfum amènera d'ailleurs à questionner celui-ci. Faut-il considérer le parfum comme un accessoire de mode, un produit de luxe, un artisanat, voire un art à part entière? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est par leur gamme de parfums, maquillage et maroquinerie que les marques de luxe font le plus gros de leurs ventes, plutôt qu'avec la partie couture qui ne s'adresse qu'à une partie réduite de la population. Poiret est également souvent crédité comme celui qui libéra la femme du corset. Alors, même s'il se dispute ce titre avec d'autres comme Madeleine Vionnet, il ne fait aucun doute qu'il participa à libérer les femmes des silhouettes rigides de la période édouardienne. Il fut également novateur dans la façon de présenter ses collections, sous forme de défilés et non plus au cours de rendez-vous privés avec ses clientes. On se souvient également de ses soirées grandiloquentes et immersives, sans oublier qu'il fut également l'un des premiers à organiser des tournées de défilés dans les grandes capitales d'Europe et à faire traverser l'Atlantique à ses collections. Il n'était pas simplement un grand couturier parisien, mais l'une des personnes les plus en vogue, qu'il fallait avoir à sa table ou à sa soirée. Poiret est également l'un des premiers à inscrire la mode dans le milieu des arts canons, grâce à des collaborations avec des artistes célèbres tels que Paul Iribe. Soulignant son empreinte dans le monde de la mode, il existe aujourd'hui une plaque au nom de Paul Poiret au niveau de l'avenue Montaigne, à quelques pas de son ancienne boutique. Avenue Montaigne d'ailleurs, aujourd'hui centre de la mode parisienne, qui lui doit en partie sa hype de second centre de l'histoire de la mode parisienne, non loin des Champs-Élysées, où résident à l'époque ceux qu'on nommera plus tard la Jet Set. Alors, après une telle célébrité, comment expliquer que le grand public l'oublie à ce point, presque du jour au lendemain, et qu'on ne redécouvre son travail que depuis quelques décennies? Triste mais pas unique, le cas Poiret est une véritable parabole de la célébrité et de son dur jugement. Lorsque, au sortir de la guerre, il ne réussit pas à prendre le train en marche du modernisme, celui qui avait participé à libérer la femme dans sa vie d'avant-guerre ne comprit pas les changements drastiques qu'imposa la société post-Première Guerre mondiale. Les femmes, et surtout celles qui sont allées travailler, refusent de perdre leur indépendance en revenant à leur vie oisive d'avant-guerre. On s'est également habitué à moins de décorum, autant dans l'habillement que dans les interactions et événements sociaux. Il faut alors des tenues plus confortables, moins nombreuses, et ce sont les formes droites, les palettes et motifs minimalistes, voire monochromatiques de Coco Chanel et Jean Patou qui l'emporteront. Celui que l'on surnommait le magnifique mais aussi le roi de la mode sera ainsi détrôné par ses disciples. Ses frasques mondaines et son refus d'abaisser son train de vie malgré des rentrées d'argent en baisse finissent de le ruiner tout à fait. La banqueroute, la perte de son influence et de sa clientèle, les invitations qui se font rares, petit à petit, la comète s'estompe avant de sombrer dans l'obscurité, puis l'oubli. Malgré sa chute en désuétude, son empreinte sur ses successeurs reste indéniable. Il reste une grande influence, et des références à son travail ont pu être vues par exemple chez John Galliano pour Christian Dior Couture, notamment pour la collection Printemps 96, chez Valentino ou dans un éditorial de Vogue en mai 2007. C'est à partir de la deuxième moitié des années 2000 qu'il sera redécouvert par le grand public, à l'occasion notamment d'une exposition en 2005 par Azzedine Alaïa, grand couturier mais également grand collectionneur de silhouettes et autres toilettes et croquis, mais aussi de la rétrospective qui fut consacrée au Met Poiret King of Fashion. Ces événements vont relancer l'intérêt pour la marque et éveiller l'appétit des investisseurs. À l'époque, les anciennes maisons attirent, et des tentatives pour les réouvrir fleurissent avec plus ou moins de succès, comme c'est le cas pour Balenciaga, Vionnet, Worth, Carven ou Schiaparelli. Après une escale luxembourgeoise, les droits de la maison sont rachetés par Shinsegae International en 2015, une enseigne de luxe sud-coréenne. Et en 2018, après un hiatus de 90 ans tout de même, la marque renaît de ses cendres et propose une collection pour la saison automne-hiver 2018 sous la direction artistique de Di Yin, designer franco-chinoise diplômée de l'ENSAD, qui joindra son goût du plissé au style Poiret. Sa réinterprétation capture l'essence de Poiret, non seulement en faisant revivre des pièces historiques comme le kimono, mais proposant également une adaptation du regard de Poiret au monde moderne. La maison fit aussi quelques apparitions sur le red carpet. Malgré un passage éclair et une fin décevante, Paul Poiret a marqué durablement l'histoire de la mode.
Son héritage est plus vivace que jamais. Ses créations sont encore exposées dans les plus grands musées du monde et l'apparition de ses silhouettes crée encore l'événement au moment de rares ventes aux enchères. Mais surtout, sa philosophie joyeuse de la mode, son style aux formes amples, colorées et confortables, ses techniques de self-branding, de mise en spectacle de son savoir-faire, son goût pour l'immersion totale de ses clients dans un univers qu'il a créé de toutes pièces, restent imprégnés dans l'ADN de ce qu'est aujourd'hui la couture.